Bonjour, dans cette vidéo, je vais corriger le TD numéro 4 de physique quantique associé au cours de physique quantique, donc niveau L3, que vous pouvez suivre également sur cette chaîne. Alors, ce TD porte sur une application du formalisme quantique à la molécule de benzène, alors évidemment modélisée, schématisée, un peu simplifiée. Donc il va s'agir de regarder un petit peu les niveaux d'énergie des électrons dans la molécule de benzène. Alors, on va commencer donc, alors c'est un TD avec un seul exercice et beaucoup de questions. Donc allons-y, oui, vous pouvez trouver l'énoncé dans le lien sous la vidéo, comme d'habitude. Alors, la molécule de benzène, système à plusieurs niveaux. Alors, petit a, on commence d'abord par un système à 3 niveaux, donc simplement pour travailler un petit peu avec un système plus simple, et puis on va l'étendre ensuite par généralisation. Donc à 3 niveaux, et on a, alors système à 3 niveaux, ça veut dire système quantique avec un espace des états de dimension 3. Donc on a un espace de Hilbert de dimension 3. C'est-à-dire qu'il existe une base d'état, enfin toutes les bases de l'espace de Hilbert ont 3 éléments et tous les états s'obtiennent comme combinaison linéaire de ces éléments. Alors, donc, on considère un système à 3 niveaux et un opérateur R qui agit comme suit. R appliqué au vecteur 1 donne le vecteur 2, R appliqué au vecteur 2 donne le vecteur 3 et R appliqué au vecteur 3 donne le vecteur 1. Donc il s'agit évidemment d'une base supposée orthonormée 1, 2, 3, donc 3 vecteurs de base, très bien, orthonormés. Alors, on nous demande d'abord la représentation matricielle de R dans la base 1, 2, 3. Bon, bah là c'est évident. La représentation matricielle de R, je vais mettre le chapeau quand même, il n'y est pas dans l'énoncé, mais je préfère mettre le chapeau pour qu'il n'y ait pas trop de confusion. Il s'agit d'un opérateur ici qui agit dans l'espace des états et qui, à l'état 1, qui envoie l'état 1 sur l'état 2. Donc vous savez comment écrire la matrice de R dans cette base-là, justement. On écrit l'image du premier vecteur en vecteur colonne développé sur la base 1, 2, 3, justement. Donc, l'image du premier, ça va être 2. Donc, voilà le vecteur 2, celui qui a pour composante 0, 1, 0. Le vecteur 2 est envoyé sur le vecteur 3. Donc, la deuxième colonne, c'est le vecteur 3. Et la troisième colonne, l'image du vecteur 3, c'est le premier vecteur. Donc, voici. Voilà très simplement la représentation de l'opérateur R dans la base 1, 2, 3. Évidemment, dans une autre base, ça aurait une autre forme, ça aurait une matrice différente, mais voilà. Alors, calculer ensuite, petit b, calculer R croix, c'est-à-dire donc l'opérateur adjoint de l'opérateur R. Alors, puisqu'on a une représentation matricielle dans une base, il est très facile d'obtenir la représentation matricielle de R croix dans la même base. Il suffit de prendre la matrice transposée conjuguée. Donc, la transposée, donc vous faites une symétrie par rapport à la diagonale. Vous vous souvenez, donc voilà pour la première ligne. Pour la deuxième ligne, ça va faire donc la deuxième ligne, voilà. Et la troisième ligne, donc 0, pardon, voilà, 1, 0, 0, donc vous ne vous trompez pas là-dedans, 1, d'accord, vous inversez, vous faites une symétrie par rapport à la diagonale. Très bien, et évidemment, il faut prendre aussi le conjugué, mais là, il n'y a que des nombres réels, donc la matrice de R croix est simplement la transposée de la matrice R, donc la voici. Qu'est-ce qu'on nous demande? Ah, l'opérateur R est-il hermitique? Alors, non, un opérateur est hermitique s'il est égal, ou on dit aussi auto-adjoint, s'il est égal à son adjoint. C'est manifestement pas le cas. Dans la même base, ces deux opérateurs n'ont pas la même représentation matricielle, donc ils sont différents. Bien, alors petit c, calculer R croix R sur chacun des vecteurs de base. Ah, alors on nous demande d'appliquer
R croix R, voilà, alors R croix R, alors sur chacun des vecteurs de base, donc on va le faire d'abord sur le vecteur 1, R croix R1, alors R de 1 ça donne 2, et donc ça c'est R croix de 2, donc R croix de 2, si vous voulez je peux multiplier par le vecteur 2 ici, mais enfin ça va me donner évidemment cette colonne là, et donc R croix R de 1, et bien ça me donne le vecteur 1. De même, R croix R appliqué au vecteur 2, c'est R croix appliqué au vecteur 3, et R3 appliqué au vecteur 3, il faudrait faire ce produit-là, je ne vais pas encombrer, on le lit là, il n'y a vraiment pas de difficulté, on le lit, l'image du troisième vecteur, c'est celui-là, c'est-à-dire le vecteur 2, et on ne va pas être surpris de trouver que R croix R appliqué au vecteur 3, c'est donc R croix appliqué au vecteur 1, et R croix appliqué au vecteur 1, le voici, ça donne le vecteur 3. Et donc on voit que R croix R est en fait la matrice identité. Si je représente dans cette base R croix R, dans la même base, donc 1, 2, 3, sous forme matricielle, j'obtiens évidemment la matrice identité. Le premier vecteur est envoyé en lui-même, le deuxième aussi, le troisième aussi, et donc tous les vecteurs sont envoyés sur eux-mêmes, puisque dès lors que vous avez l'action sur 3 vecteurs de base, vous avez l'action sur tous les vecteurs par combinaison linéaire, et donc des combinaisons d'identité, c'est l'identité. Bien, donc voici R croix R. Alors que peut-on en déduire sur R croix? Bon, alors ça, vous savez sans doute, lorsque on a... Je vais passer ça. Lorsqu'on a R croix R, qui est égal d'ailleurs à R croix, on peut le voir dans l'autre sens, qui est égal à l'identité, on dit que R est un opérateur unitaire, c'est-à-dire qu'il est l'inverse de son adjoint. Il n'est pas auto-adjoint, mais il est l'inverse de son adjoint. Alors c'est un numéro combien ça? Non, on est toujours dans le petit c. Donc on a R croix R qui vaut l'identité et qui vaut aussi R croix. C'est-à-dire qu'en fait, R croix c'est R-1, donc l'opérateur est bien sûr inversible, et son inverse c'est son adjoint, et on appelle ça un opérateur unitaire. Bien, donc l'opérateur qu'on a écrit au départ est unitaire. Alors, petit d, démontrer que les valeurs propres de R sont les RK égale E puissance IK de pi sur 3 pour K égale -1, 0 ou 1. Bon, alors il y a plusieurs façons de le faire. On pourrait puisqu'on nous donne les valeurs propres, on pourrait directement résoudre l'équation aux valeurs propres, c'est-à-dire R appliqué à un vecteur psi égale, alors le vecteur propre en question, tant qu'à faire, on va le noter RK, ket RK, égale RK, RK. Donc voilà la définition du fait que RK serait vecteur propre de R avec la valeur propre RK. Une de celles-là, on nous les donne. Peut-être on va quand même juste vérifier que si on ne nous les avait pas données, on les aurait trouvées nous-mêmes. Alors allons-y, je vous rappelle que R, c'est l'opérateur donc, qui a pour représentation matricielle dans la base 1, 2, 3. Alors on avait 1 était envoyé en 2, 2 était envoyé en 3 et 3 en 1. C'est une espèce de permutation circulaire sur les vecteurs de base. Et donc si vous cherchez les valeurs propres de ça, bon, comme toujours, on peut chercher les racines du déterminant de R moins lambda l'identité, enfin déterminant de cette matrice égale 0, et les valeurs propres sont les racines de cette équation. Alors R moins l'identité, R moins lambda identité, pardon, c'est, je vais écrire directement le déterminant, c'est le déterminant donc de moins lambda 0, 1, 1, moins lambda 0, 0, 1,
moins lambda. Et donc, vous savez calculer les déterminants d'une matrice 3-3. Hein, vous prenez, alors par exemple, on peut le développer sur cette colonne-là. Donc, vous allez avoir ce nombre-là fois le déterminant de cette matrice de 2, moins ce nombre-là fois le déterminant de cette matrice de 2, plus ce nombre-là fois le déterminant de cette matrice de 2. Ou vous pouvez le faire en le développant sur une ligne, sur n'importe quelle ligne, sur n'importe quelle colonne. Bref, il n'y a pas de difficulté. Ce déterminant est donc égal à, alors, moins lambda fois ce déterminant-là. Donc, moins lambda fois moins lambda, c'est-à-dire lambda carré moins 1. Donc, moins lambda facteur de lambda carré moins 1. Et puis, moins lui, donc moins 1 fois le déterminant, donc on raye la ligne et la colonne, et c'est le déterminant de ce qui reste ici. Alors attention, hein, à chaque fois que vous changez de ligne, on alterne plus, moins, hein, d'accord, parce que ça doit être antisymétrique. Alors, donc ça fait 0 fois 1, moins 1, donc on a moins 1, donc ici, plus 1. Et donc ceci est égal... ah oui... donc ça fait, donc ça doit être égal à 0, c'est-à-dire moins lambda cube plus lambda doit être égal à moins 1. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, c'est complètement trivial. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Le déterminant... Ah, n'importe quoi. Moins lambda, le déterminant là, c'est juste lambda carré. Bon, pardon, ça commence bien. Voilà, oui, ça va nettement mieux comme ça. Bon, là, on recommence. Bravo. Donc, moins lambda fois moins lambda 2, donc moins lambda cube. Et puis, on avait vu plus 1. Voilà. Enfin, le déterminant, ça vaut ça. Ça doit être égal à 0. Donc, on retrouve que les valeurs propres sont les racines de l'équation lambda cube égale 1 et ce sont donc les racines cubiques de l'unité. À l'évidence, ça s'écrit comme ça. Si vous mettez ça au cube avec moins 1 ou 0 ou 1, donc pour k, je vais l'écrire comme ça. Donc je vais mettre là. Donc, pour k égale moins 1, on a r moins 1 qui vaut donc e puissance moins i de pi sur 3. Et bien sûr, si on le met au cube, ça fait bien 1, hein, puisque ça fait e puissance moins i de pi, donc 1. Ensuite, pour k égale 0, on a r0 qui vaut tout simplement 1. Et pour k égale plus 1, on a r plus 1 qui vaut e puissance i de pi sur 3. Et de même, si on le met au cube, ça fait e puissance de i de pi, c'est-à-dire 1. Bien. Donc on a les trois valeurs propres. Bon, ceci dit, on nous les donnait. Mais voilà, on les a retrouvées. Donc maintenant, on veut chercher, j'imagine, les vecteurs propres. Montrer que les valeurs propres sont ça. Bon, bah oui, alors on vient de le faire. Et calculer les vecteurs propres normalisés associés. Alors, allons-y. Donc, on veut écrire que R appliqué, bon, c'est ce que je viens d'effacer, appliqué à RK est égal à RK. Donc ça, on peut le faire par exemple sous forme matricielle. Si on écrit RK comme le vecteur colonne alpha, bêta, gamma, alors ça va dépendre de cas, on va le faire dans le cas général pour n'importe quel cas et on verra ce que ça donne. Donc ça nous donne R, je vous rappelle que c'est la matrice donc appliquée à ça, ça fait, bah, de toute façon ça va faire le vecteur colonne, le A devient, bon, enfin le premier devient le deuxième, le troisième, etc. Donc en fait, ça va faire alpha, bêta, gamma. Voilà le vecteur. Et ça doit être égal à RK, facteur de alpha, bêta, gamma. Et donc le RK, je vais le remplacer par ce qu'il vaut, e puissance IK de pi sur 3.
Donc, alors évidemment, si j'ai un vecteur propre, n'importe quel produit, enfin n'importe quel multiple de ce vecteur propre est encore vecteur propre. Donc, je peux choisir une des composantes ici comme je veux. Je vais choisir par exemple alpha égale 1. On verra après pour le normaliser. Si alpha vaut 1, ça me donne ici que gamma, en fait, oui, donc si alpha vaut 1, je vois ici que gamma doit être égal à e puissance ik de pi sur 3 fois alpha, fois 1. Et puis, je vois également que bêta doit être égal à e puissance moins i k pi sur 3, enfin k de pi sur 3, fois alpha, donc fois 1. Très bien. Enfin, si vous préférez, on met alpha, puis on met fois alpha ici. Donc voilà, pour la valeur propre 1, enfin la première, moins 1, R moins 1, donc valeur propre R moins 1, on va avoir le vecteur, alors, j'écrirai R moins 1 quête une fois qu'on l'aura normalisé, mais enfin la normalisation ça va être 1 sur racine de 3 en fait, c'est évident puisque les trois composantes ici sont de module 1, donc je vais écrire directement R-1 égale 1 sur racine de 3, facteur de... Alors, donc on va prendre 1, donc bêta sera e puissance i pi sur 3, i 2 pi sur 3, pardon, et gamma, donc on a k égale moins 1 ici, hein, donc e puissance moins i 2 pi sur 3. Voilà, le premier vecteur. Le vecteur R0 correspondant à k égale 0, eh bien on a e puissance, enfin on a ça qui vaut 1, donc le vecteur en question, le voilà à l'évidence, et R plus 1 pour k égale plus 1, ça donne donc, oui, bêta, donc c'est exactement comme ça, mais c'est le complexe conjugué, donc 1 e puissance moins 2i pi sur 3, e puissance 2i pi sur 3. Alors, ces vecteurs sont bien normalisés, hein, c'est pour ça qu'on a mis le 1 sur racine de 3, et on peut vérifier qu'ils sont orthogonaux 2 à 2, il le faut, hein, il le faut absolument. Deux vecteurs propres associés à des valeurs propres distinctes sont nécessairement orthogonaux. Prenons par exemple ça, scalaire ça, hein, ça va vous donner donc un tiers de 1. Alors j'ai un problème de signe moins ou qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, non, oui. Donc ça, alors R-1, R plus 1 par exemple, donc ça va être, donc il y a un tiers, mais de toute façon ça doit faire 0, donc le tiers on s'en fiche, donc fois, alors on a lui étoile fois lui, plus lui étoile fois lui, plus lui étoile fois lui, donc facteur de 1, plus, alors lui étoile, c'est e puissance moins 2i pi sur 3, donc ça va faire e puissance moins 4i pi sur 3, et lui, plus e puissance 4i pi sur 3, et là vous avez en fait e puissance, donc là, alors, 4i pi sur 3, donc pi 1, 2, donc il est là, le 4i pi sur 3, d'accord? Donc un coup dans un sens, un coup dans l'autre, donc il y a lui sur le cercle unité, et lui, et si on fait donc lui plus lui, ça, enfin, sauf qu'il est un peu plus incliné, voilà, ça va faire 2 fois le cosinus, hein, ça c'est 2 fois le cosinus, je peux l'écrire comme ça si vous voulez, 2 cosinus de 4pi sur 3,
Et ça, c'est évidemment moins 1,5. D'accord? Et donc, je retrouve bien que ça fait 0. Bon, enfin, c'était évident, c'est juste, ça fait plaisir de voir qu'on ne se trompe pas. Mais bon, voilà, enfin, ok. Donc, a priori, on ne s'est pas trompé. Alors, évidemment, hein, on peut écrire pour ces vecteurs-là n'importe quel multiple de même. Hein, donc, j'aurais pu choisir que de mettre 1 ici, par exemple, ou 1 là. Ça n'a aucune importance. Hein. Bien. Alors, on les choisira de sorte que leur première composante soit réelle positive. Ah ben, ça tombe bien. Formidable. Voilà. Ok. Bah donc les voilà, les trois vecteurs. En utilisant, donc petit e, en utilisant les résultats des deux questions précédentes, en déduire les valeurs propres et les vecteurs propres de R croix. Ah, donc là, on a les vecteurs propres et les valeurs propres. Donc ça, c'est e puissance moins 2i pi sur 3, 1 et e puissance 2i pi sur 3, les valeurs propres associées. On a donc les vecteurs propres et les valeurs propres de R. Maintenant, on veut ceux de R croix. Très bien. Eh bien, on peut par exemple écrire que... Alors, d'abord, on sait que les valeurs propres vont être l'ensemble des valeurs propres, ça va être l'ensemble des valeurs propres de R complexe conjugué. Donc, il va y avoir 1, et puis il va y avoir R, il va y avoir le complexe conjugué de lui qui est lui, et le complexe conjugué de lui qui est lui. Donc, en fait, R croix et R ont les mêmes valeurs propres. Mais on peut aussi utiliser simplement le fait que R croix égale R croix R égale l'identité, ce qu'on a vu précédemment. D'accord? R est un opérateur unitaire. Par conséquent, si j'applique par exemple ça, R croix R, au vecteur RK, bien évidemment, je vais trouver RK. Ça va de soi, puisque l'identité appliquée à RK, ça fait RK. Mais ça, je sais que c'est RK, RK. Par conséquent, tout ça, ça c'est un opérateur linéaire, donc ce nombre-là, je peux le sortir. Et j'ai donc RK fois... RK fois R croix appliqué à RK qui vaut RK. Et puis j'ai qu'à mettre le 1 sur RK là, et je vois tout de suite en fait que R croix appliqué à RK, c'est en fait 1 sur RK appliqué à RK. D'où je vois que, tout simplement, les vecteurs propres RK de R sont aussi vecteurs propres de R croix, associés à quelle valeur propre? Eh bien, leur inverse. Alors, leur inverse, en l'occurrence, c'est leur complexe conjugué. Hein. 1 sur lui, c'est lui, qui est bien le complexe conjugué. 1 sur lui, c'est lui-même qui est son complexe conjugué puisqu'il est réel. Et 1 sur lui, c'est lui qui est bien le complexe conjugué. Hein. Donc, je peux aussi écrire que, en fait, R croix appliqué à RK, c'est RK étoile. RK, donc on retrouve sur ce cas particulier que le spectre de l'opérateur R croix, c'est-à-dire l'ensemble de ses valeurs propres, c'est bien le conjugué du spectre de R. Bien, donc on a les vecteurs propres associés à R croix qui sont les mêmes, simplement ils sont associés à la valeur propre, complexe conjugué ou inverse, comme on veut. Soit dit en passant, les valeurs propres d'un opérateur unitaires sont toujours de module 1. D'accord? Donc effectivement, leur inverse, c'est leur complexe conjugué. Toujours. Ok. Alors. D'accord. Alors, on définit petit f. Bon, on va peut-être regretter d'effacer ça. Donc je ne vais pas le faire tout de suite, on va voir. Le problème, c'est que ça prend la moitié du tableau. J'aurais dû écrire plus petit, je le réécrirai peut-être s'il faut. Petit f, donc on définit un nouvel opérateur, W,
qui est R, alors je vais laisser les chapeaux, R plus R croix. D'accord? Donner la représentation matricielle de W. Ah, ça m'embête d'effacer ça, mais bon, ok, on verra. Donc W, alors je vous rappelle que R, c'était, il y avait des zéros partout, sauf là il y avait 1, là il y avait 1, là il y avait 1, ça c'était R. Et donc R croix, qui était son complexe, sa transposée, pardon, transposée conjuguée, mais en l'occurrence transposée, donc ça va me donner exactement ça. Voilà, donc R plus R croix, ça fait ça, très bien. Petit g, jusque-là ça va. Bon, il n'y a aucune difficulté, là c'est vraiment des petites manipulations tout à fait triviales. Vérifiez que les vecteurs propres de W sont les mêmes que ceux de R et calculer leur valeur propre correspondante. Bon, là aussi c'est évident, puisque un RK donné est à la fois vecteur propre de lui et de lui. Ça veut dire que si j'applique R, je trouve un multiple de RK. Si j'applique R croix, je trouve un multiple de RK. Donc si j'applique la somme, je vais aussi trouver un multiple de RK. Donc je peux directement écrire que W appliqué à RK, c'est donc R appliqué à RK, c'est-à-dire RK fois lui-même, plus R croix appliqué à RK, c'est-à-dire plus RK étoile ou 1 sur RK, comme on veut, appliqué à RK. Donc de façon tout à fait évidente, RK est aussi vecteur propre de W. Pour quelle valeur propre? Eh bien celle-ci, qui est donc, si on veut, 2 fois le cosinus de 2k pi sur 3. Enfin, oui. Donc, le cosinus... le cosinus de 2pi sur 3, c'est moins 1,5. Alors, donc pour k égale 0, ça fait... pour k égale 0, ça fait 2. Pour k égale moins 1, ça fait donc... ça fait moins 1,5 fois 2, donc moins 1. Et pour k égale plus 1 aussi, moins 1. Très bien, alors on retrouve, c'est toujours bien de vérifier au passage des petites choses simples, hein. Si je fais la somme des valeurs propres, la somme de ces nombres-là, 2, moins 1, ça fait 0, et c'est bien la somme, c'est bien la trace de la matrice, hein. Vous savez que la trace d'une matrice ne dépend pas de la base dans laquelle on la représente. Donc si on représente W dans la base des RK, dans la base de ces vecteurs propres, on va trouver la matrice, alors on commence, si on la représente dans la base R-1, R0, R plus 1, on va trouver d'abord le premier, moins 1, puis le deuxième, puis le troisième. Hein, d'accord, matrice diagonale. Et cette trace-là, donc la somme des valeurs propres, fait 0, comme ici. Toujours des choses à vérifier pour s'assurer qu'on n'est pas en train de faire fausse route. Alors, vérifier que les vecteurs propres, donc ça c'est ce qu'on vient de faire, petit g, et calculer les valeurs propres correspondantes, c'est donc fait. Les voici. Hein. Alors, ça y est, on passe maintenant à la molécule de benzène. Donc ça, c'était un petit échauffement dans un espace à dimension 3. Alors maintenant, la molécule de benzène, bon, je vais effacer ça. Je pense qu'on aura plus directement besoin, j'espère, on verra. Je vais laisser ça encore un petit peu. Donc, vous connaissez tous la molécule de benzène. Est-ce que vous avez fait de la chimie? Peut-être. Donc, C6H6, hein, vous savez, c'est la fameuse molécule hein, qu'on représente... pardon, c'est pas un octogone, c'est un hexagone. Il y a 6 atomes de carbone. D'accord? C. Et puis, alors, vous savez que le carbone est tétravalent. Donc il aime bien faire 4 liaisons de covalence, mais il n'y a que 6 hydrogènes, donc il faut qu'ils se partagent des choses. Donc vous avez ici un H, donc les nœuds là sont des carbones. H, alors c'est une molécule qui
très belle symétrie hexagonale, hein, c'est complètement symétrique, c'est les mêmes atomes partout. Et donc l'idée, c'est que vous avez une liaison ici délocalisée. Hein, les carbones mettent en commun leur quatrième, leur quatrième électron de valence là. Hein, donc vous avez chaque carbone qui est lié à un autre atome de carbone, enfin à deux autres atomes de carbone, plus un atome d'hydrogène, et le quatrième électron de valence est en quelque sorte délocalisé, ce qui fait qu'il profite à tout le monde, et ça c'est une molécule du coup qui est stable, qui a des propriétés qui sont ce qu'elles sont, enfin bref, je ne suis pas chimiste, mais vous avez tous en tête, je pense, la structure un peu et les propriétés de cette molécule de benzène. En tout cas, donc, la molécule de benzène, C6H6, forme une structure hexagonale, en effet. En plus des liaisons ordinaires CC et CH, voilà, bon, bah, en fait, on vous dit ça, chaque atome de carbone engage l'un de ses électrons de valence dans une liaison pi, bon, on l'appelle comme ça, délocalisée sur l'ensemble de la structure. Donc, c'est exactement ça. Voilà. Alors, petite h, la première question de cette partie. On considère l'un des électrons pi, bon, des électrons donc engagés dans cette liaison là délocalisée. Alors, et on définit pour cet électron un espace de Hilbert à 6 états. Alors c'est pareil, on ne devrait pas dire à 6 états. Dans tout espace de Hilbert, il y a une infinité d'états. Par contre, il est de dimension 6, donc il y a 6 vecteurs, 6 états de base. Qu'on peut choisir comme on veut, orthonormés en général, et ensuite tous les autres états, l'infinité des états possibles sont des combinaisons linéaires de cela. Donc quand on dit à 6 états, on devrait vraiment dire à 6 dimensions. Bien. Qui représente la localisation. Alors, donc en fait, on nous suggère une base particulière, donc que l'on note 1, 2, 3, 4, 5, 6, exactement comme ce qu'on avait avant, donc base orthonormée. Enfin, avant on avait jusqu'à 3, et là maintenant on en a 6, très bien. Donc, ces états, on nous dit qu'ils représentent la localisation de l'électron sur chacun des carbones. D'accord? Donc l'électron, en fait l'état 1, ce serait l'électron sur l'atome. Alors je ne sais pas, je vais appeler celui-là l'atome 1, celui-là 2, celui-là 3, 4, 5, 6. D'accord, sens trigonométrique, enfin, ce que vous voulez. Donc, l'état 1 correspondrait à un électron localisé sur cet atome de carbone, l'état 2 sur celui-là, l'état 3 sur celui-là, etc. Très bien. Alors, le hamiltonien de l'électron est H égale H0 plus H1 tel que, alors allons-y, c'est là qu'on va, donc on va écrire, on nous le donne, hein, on nous dit, alors c'est une modélisation bien sûr, mais enfin, elle a un sens. On va regarder ce qu'on nous propose, on va voir si on peut commenter. Je pense que mes commentaires auront des limites parce que je ne suis pas très fort en chimie, même en chimie quantique, il faudrait, bon, enfin bref, on va voir ce qu'on nous demande. Donc, on nous dit que H, le hamiltonien, donc l'opérateur associé à la grandeur physique énergie, s'écrit H0 plus H1, jusque-là d'accord. Alors que fait H0? Eh bien H0 envoie I sur lui-même avec une valeur propre E0, donc pour I égale 1 à 6 bien sûr. Hein. Donc ça c'est-à-dire que s'il n'y avait que H0, eh bien I, c'est-à-dire un électron localisé sur un des atomes de carbone, serait un état propre du système. D'accord, hein, puisque enfin, un état propre, c'est-à-dire un état stationnaire du système. C'est-à-dire si vous démarrez le système dans un état où l'électron est localisé ici, eh bien il y reste, hein, c'est-à-dire que ça évolue, hein, vous savez que s'il y avait que, enfin bon bref, si le hamiltonien c'était ça, eh bien au cours du temps, l'état deviendrait I e puissance moins I E0 sur H bar T, donc juste la phase
tournerait, mais ce serait le même état, d'accord, simplement proportionnel à lui-même. Hein, donc si H, c'était juste H0, eh bien, on aurait chaque I, là, chaque localisation possible serait un état propre du Hamiltonien, donc un état stationnaire. Alors, ce n'est pas le cas. H n'est pas juste H0, mais c'est H0 plus un terme qui va du coup être une perturbation à ce que serait le système avec juste H0. Et alors, ce qu'on nous dit, c'est que H1, alors appliqué au premier, ça donne moins A6, moins A2. Appliqué au deuxième, ça donne moins A1, moins A3. Appliqué au troisième, etc. Et appliqué au sixième, ça donne moins A5, moins A1. Autrement dit, vous avez compris, quand on regarde le premier, on a moins A6, moins A2. Quand on regarde le deuxième, on a moins A1, moins A3. Donc à chaque fois, on a moins A, ça donne moins A fois le vecteur, les deux vecteurs voisins. Donc en fait, ce terme-là, l'interprétation est assez claire, en tout cas qualitativement. On voit bien que donc s'il n'y avait pas ce terme H1, être posé là, on serait dans un état stationnaire, l'électron il est sur son carbone et il y est bien et tout va bien. Mais justement, il y a un terme en plus qui établit un lien entre, par exemple pour l'état 1, évidemment tout ça il y a une symétrie de rotation d'ordre 6, hein, donc ce qui est vrai pour 1 est vrai pour... pardon, c'était 2 que je devais écrire là. Et 3, et 4, et 5, et 6, donc considérons 1. Vous voyez que ça établit un lien, ce H1 ici, établit un lien entre l'état on est ici et l'état on est là ou l'état on est là. Autrement dit, ce H1 en fait traduit une interaction, c'est une énergie ici, hein, c'est la dimension de l'énergie, donc traduit en fait le petit a ici, c'est en fait en quelque sorte une énergie d'interaction pour l'électron avec ce carbone-là et avec ce carbone-là. C'est l'existence de cette énergie. Alors A, il y a un signe moins ici, je présume que A va être positif. C'est pas marqué, mais bon, je pense que c'est suggéré par le signe moins. Si A est positif, on a bien quelque chose d'attractif. L'électron aime bien se délocaliser, aime bien aller explorer un petit peu les voisins. Hein, donc c'est le principe de la liaison de covalence. Hein, vous gagnez énergétiquement à partager vos électrons. Et donc c'est ça que ça représente ici. Et le fait que ce soit la même valeur ici, la même énergie, c'est la dimension de l'énergie sur 6 et sur 2, décrit simplement la symétrie. Il y a autant d'avantages à partager avec lui que se partager avec lui. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il n'y a pas de couplage entre 1 et autre chose que 6 ou 2, c'est-à-dire les plus proches voisins, c'est-à-dire qu'on est, en quelque sorte, ça revient à négliger l'interaction avec les carbones plus lointains. Par contre, évidemment, par symétrie de révolution, ce qui est vrai pour 1 avec cette interaction avec 6 et 2, hein, c'est vrai pour 2 avec 1 et 3, c'est vrai pour 3 avec 2 et 4, etc. etc. D'accord ? Bien, bon, je pense qu'on a à peu près explicité le sens, entre guillemets, le sens physique de ce Hamiltonien. Alors, on va écrire, c'est ce qu'on nous demande, hein, donner la représentation matricielle de H. Donc, alors dans la base, dans celle-ci, dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, alors du coup, c'est une matrice à 6 lignes et 6 colonnes, bien sûr, hein, dans un espace de dimension 6. Enfin, ça va être assez simple. Alors d'abord, il y a H0. H0, c'est simple. H0, c'est E0 fois l'identité. Donc déjà, sur la diagonale, il y a E0 6 fois. « 1, 2, 3, 4, 5, 6. » Voilà. Et puis ensuite, donc il y a plus H1. Alors, ce qu'il faut regarder, c'est l'image de 1. Alors, l'image du premier vecteur, on voit que c'est moins A fois le sixième et moins A fois le deuxième. Et puis 0 fois les autres. Alors, je vais essayer de respecter à peu près les lignes et les colonnes. Voilà, donc ça c'est l'image du premier vecteur, c'est E0 fois lui-même
moins A fois le 6, moins A fois le 2, et c'est tout. Pour le deuxième, eh bien, on a, bon, à nouveau E0 fois lui-même, moins A fois 1, et puis moins A fois 3, et puis 0 sur les autres. Et pour le 3, c'est pareil, donc il va y avoir moins A sur les deux voisins, et puis 0 partout ailleurs. Et puis là, moins A sur les deux voisins, et 0 ailleurs. Bon, voilà, moins A, et 0 partout ailleurs. Et lui, oui, donc moins A ici. Et lui, son voisin, bien sûr, hein, c'est bouclé comme ça. Le voisin de 6, c'est 1. Donc on revient ici, moins A, 0, 0, 0. Alors, vous pouvez vérifier, bien sûr, que cet opérateur hermitien, cet opérateur hamiltonien qui correspond à une grandeur physique est hermitien. Hein, il est égal à sa transposée conjuguée. Donc ça nous dit que A est réel. Hein, d'ailleurs, j'avais écrit positif ici, ça sous-entendait déjà qu'il soit réel. Hein, on ne peut pas donner de positivité à un nombre complexe, mais bon, bref, enfin, c'est évident pour que ce soit un opérateur hermitien, ça doit être réel. Ça se trouve, on nous le disait, je n'ai pas fait attention. Non, enfin bon, c'est évident. Ok, alors, petit i. Quelle est l'interprétation physique de H0 et de H1? Bon, bah, c'est ce que je viens de dire, voilà. Bon, l'énergie de l'électron par rapport à son propre carbone et l'énergie d'interaction avec les autres. Bon, grosso modo. Alors, j'en dis pas plus. Si vous avez un chimiste quantique à portée de main, il pourra peut-être vous donner des commentaires ou des explications plus riches et plus pertinentes. Mais enfin, bon, grosso modo, l'idée est là. Alors, montrer que l'on peut écrire H. Donc, petit i, c'est fait. Petit j, montrer que l'on peut écrire H comme étant E0 fois l'identité moins A R plus R croix et préciser les opérateurs I et R. Bon, bah oui, alors évidemment, donc surtout avec ce qu'on a fait avant, donc I, c'est l'identité, ok. E0 fois l'identité, et donc moins A, R plus R croix. Donc, alors, il faut choisir si on prend R qui est celui-là ou l'autre. L'un sera R, l'autre sera R croix. Évidemment, on choisit. On va prendre en conformité avec ce qu'on avait fait avant. Donc, l'opérateur R, là, quand on était à 3 dimensions, c'était celui-là. Hein, c'était celui qui donne qui est en dessous de la diagonale, et R croix, c'était celui qui était donc au-dessus, qui était transposé de ça. Donc là, à l'évidence, si on prend la même convention pour le choix de R et R croix, on va écrire R, donc c'est simplement la généralisation du R du début de l'exercice, mais en dimension 6 cette fois, donc 0 sur la diagonale, et puis 1 en dessous, hein, parce qu'il y a le moins A en facteur ici, donc 1 ici. Donc en fait, c'est toujours pareil, hein, c'est un opérateur qui établit une permutation circulaire, en fait, qui fait passer le 1 en 2, le 2 en 3, le 3 en 4. Donc, en fait, c'est l'opérateur rotation sur cette représentation-là. Et c'est très agréable parce qu'effectivement, alors je vais écrire jusqu'au bout. Bon, des zéros partout, puis il y a le 1 là, hein, bien sûr. Et puis des zéros partout, bref. Donc des 1 sous la diagonale, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus dessous la diagonale qui passe au-dessus. Donc oui, ce R est en fait agissant sur les états localisés en 1, localisés en 2, localisés en 3. Ça fait passer de l'état l'électron localisé en 1 à l'état électron localisé en 2. Et celui-là, donc ça fait vraiment une rotation d'angle de pi sur 6, hein, c'est-à-dire pi sur 3, d'un angle de 60 degrés sur cette molécule. Et on sait que les matrices rotation sont des matrices unitaires. Donc, c'est-à-dire que leur adjoint, c'est leur inverse. Hein, R croix égale l'identité. Et donc, on avait trouvé avant, là, on a l'interprétation directe, l'interprétation géométrique de cette propriété, ce qui est toujours agréable. Donc, R vaut ça, et R croix, évidemment, vaut
l'opposé, celle qui va... c'est la matrice avec des 1 à ces endroits-là et des 0 partout ailleurs. Bien. Donc, oui, on en était là déjà. Ok, donc H a bien cette forme-là, très bien. Alors, petit cas, par analogie avec les résultats de la première partie de l'exercice, analogie évidente, hein, les vecteurs propres et valeurs propres de R sont donnés par, alors il nous les donne, donc compte tenu de ce qu'on a vu, ça va être facile à admettre. On pourrait évidemment en revérifier, hein. D'ailleurs, je sais pas, j'espère qu'ils ne nous le demandent pas, parce que ça va être juste pénible pour rien, mais admettons, K, donc, les RK, c'est la question K, hein, les RK sont, donc c'est-à-dire les vecteurs propres de R, enfin les valeurs propres de R sont les E puissance IK 2pi sur 6 maintenant. Voilà, c'est ça, 2pi sur 6, hein, c'était 2pi sur 3. Et les vecteurs propres RK sont en développement sur la base 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 1 sur racine de 6, ça c'est la normalisation. Somme de n égale 1 à 6 de E puissance I n-1 K 2pi sur 6 n. Voilà, donc les vecteurs propres en question, on peut vérifier... oui, bon, enfin, on peut vérifier que dans le cas, dans notre cas où on avait, enfin, pour n égale 3, c'est bien ça qu'on avait. Je vous laisse le faire. On va voir ce qu'on nous demande. S'il y a besoin d'expliciter davantage, on le fera. En tout cas, on nous les donne, voilà, et ça ne nous surprend pas vu ce qu'on avait trouvé avant. Déterminer les vecteurs propres et les valeurs propres de H. Alors, bon, j'ai effacé H, je vais le remettre. Donc H, c'était E0 fois l'identité moins A fois R plus R croix. Alors, à nouveau, hein, les vecteurs propres de R croix sont les mêmes RK avec la valeur propre, l'inverse de la valeur propre, c'est-à-dire le complexe conjugué. Donc, à nouveau, RK va être valeur propre de H. Donc, je peux écrire H RK comme étant les vecteurs déterminer les vecteurs propres et les valeurs propres de H. Bon, alors H RK, donc ça va faire évidemment E0 fois lui-même. Je vais mettre le RK en facteur, le ket RK en facteur. Donc moins A RK plus RK étoile, tout ça fois RK. J'aurais pu mettre 1 sur RK ici, on est d'accord. Et donc ça, comme tout à l'heure, c'est en fait 2 fois le cos de 2pi sur 6 fois k. Et donc, voilà les valeurs propres, c'est tout ce qu'on veut. E0 moins 2a cos de ça. Bon, très bien. Je peux écrire k pi sur 3, hein, si vous préférez. Donc pour k égale 1 à 6. Ok, bon les voilà. Alors petit l, on suppose, ah ben voilà, on nous le dit, E0 positif et A positif. Donc, A est bien positif, c'est une interaction attractive. Tracer le spectre en énergie de l'électron en indiquant la dégénérescence de chaque valeur propre. Alors, le spectre en énergie, c'est en fait l'ensemble des états propres de l'énergie, et les états propres de l'énergie, l'ensemble des valeurs de l'énergie pour les états propres de l'énergie. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des résultats possibles de mesure de la grandeur énergie. Si on mesure la grandeur énergie associée à l'opérateur hamiltonien, on va trouver... Alors, si on est dans l'état RK, on va trouver cette valeur-là, parce que les états RK étant états propres de H
sont des états à valeur bien définie de l'énergie. Maintenant, bien sûr, un état général du système peut être n'importe quelle combinaison linéaire de ces RK, auquel cas ils n'auront pas une énergie bien définie. Mais si on mesure l'énergie sur un état qui est une combinaison linéaire de ces états-là, on va trouver ces valeurs-là avec comme probabilité le module au carré de la composante du vecteur d'état sur le RK en question. Bien, alors en tout cas, le spectre, donc ce qu'on appelle le spectre d'énergie de la molécule en question, de notre système, c'est l'ensemble des valeurs propres possibles, l'ensemble des valeurs possibles du système quand on a une énergie bien définie. Donc c'est l'ensemble de ces valeurs-là. Alors, et on nous demande leur dégénérescence, parce que sans doute on va voir que plusieurs valeurs sont obtenues, enfin une même valeur est obtenue plusieurs fois. Alors voyons ce que ça donne. On va écrire, alors pour R0, pardon, on va commencer par R0. Donc on a K qui va de 0 à 5. Évidemment c'est cyclique, on pourrait prendre d'autres intervalles. Et voilà ce qu'on prend. Donc, alors, pour k égale 0, on a R0 égale 1. Je vais écrire là, k égale 0. Donc, k égale 0, l'énergie... Ah oui, bah ça tombe bien, ça fait... Ah ben non, ça fait pas ça. Alors, j'aurais bien aimé l'appeler E0, mais E0 est déjà pris ici. Ok. E de k égale 0. Égale, alors, donc ça fait E0 moins A fois 2 fois le cos de 0, c'est-à-dire 1. Donc ça fait E0 moins 2A. Ok, pour k égale 1, on a une énergie pour k égale 1 qui vaut quoi? Alors pour k égale 1, 2pi sur 6, c'est donc pi sur 3, et cos de pi sur 3, c'est 1 demi, et donc 1 demi fois 2, ça fait 1, donc ça fait E0 moins A. Bon, c'est un peu laborieux, mais enfin, il n'y en a que 6, ça va aller quand même. Pour k égale 2, on a donc cos de 4pi sur 6, c'est-à-dire de 2pi sur 3, c'est-à-dire moins 1,5. C'est ça. Et donc, fois 2, moins 1, donc ça fait en fait la même énergie. Donc, vous voyez, c'est dégénéré. On dit que c'est dégénéré quand la même énergie est obtenue pour deux états orthogonaux, donc deux dimensions de l'espace de Hilbert. Donc, k égale 2, ça donne E0 moins A. Ensuite, pour k égale 3, alors pour k égale 3, ça nous fait 6pi sur 6, c'est-à-dire pi. Ah, pardon. Ah non, non, pardon. Pour k égale 2, excusez-moi, pour k égale 2, on a cos de 4pi sur 6, donc cos de 2pi sur 3. J'ai dit moins 1,5, donc ça fait moins 1. Avec le moins ici, ça fait plus A, excusez-moi. Donc E0 plus A. Voilà. Pour k égale 3, donc ici on a cos de pi, c'est-à-dire moins 1 avec là, ça fait E0 plus 2A. Et puis pour k égale 4, on a... Alors pour k égale 4, donc ça fait 8pi sur 6, c'est-à-dire 6pi sur 6... 8pi sur 6, 8pi sur 6, ça fait 2pi, 8pi sur 6, ah, non, 2, oh là là, 8pi sur 6, je suis perdu, 8pi sur 6, ça fait 4pi sur 3, et 4pi sur 3, oui c'est ça, 4pi sur 3 sur le cercle. Donc pi sur 3, 2pi sur 3, 3pi sur 3, 4pi sur 3, il est là. Donc le cos, c'est moins 1,5. Donc à nouveau, moins 1,5, donc moins 1, donc plus A. Donc là, on retrouve la dégénérescence ici. Donc on retrouve E0 plus A. Et pour k égale 5, E de k égale 5 égale... Alors on va retrouver lui, je présume. Donc oui, on est ici maintenant 10pi sur 6, ça fait 5pi sur 3, donc ça fait lui, et le cos, c'est plus 1,5. Avec le moins ici, ça fait donc 0 moins A. On retrouve effectivement cette dégénérescence, enfin cette valeur propre là, donc ça donne une dégénérescence sur cette valeur propre.
Alors, récapitulons. Donc, on nous demande de tracer le spectre en énergie. Alors, tracer, on va représenter les niveaux en indiquant la dégénérescence. Donc, je vais effacer H. Alors, allons-y. Donc, on a comme niveau, on a E0 moins 2A. Ça, c'est le plus bas. Je vais représenter ici une échelle d'énergie. Je vais avoir l'échelle la plus basse ici, ça va être E0 moins 2A. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'état fondamental pour la molécule, l'état d'énergie le plus bas, E0 moins 2A. Ensuite, on a en fait deux niveaux d'énergie à E0 moins A. Donc lui, je vais en faire deux un peu l'un sur l'autre. Donc là, il y a une dégénérescence. On note G en général, la dégénérescence. G égale 2, là G égale 1, c'est pas dégénéré. Ensuite, on a... Alors vous voyez qu'on n'a jamais E0, mais on a E0 plus A qui est là deux fois. D'accord. À nouveau. Et enfin, E0 plus 2A qui est là une seule fois. G égale 1. Voilà. Très bien. Donc on a bien 6 niveaux d'énergie. Enfin, non, on a bien 6 états propres, bien sûr, c'est l'espace de la dimension 6, mais on n'a que 4 niveaux d'énergie, puisqu'il y en a 2 qui sont deux fois dégénérés. Très bien. Alors, petit thème. Pour chaque état stationnaire de l'électron, calculer sa probabilité de présence sur l'état I. Ah, d'accord. Donc, en fait, donc, on a dit que les états I représentent des états correspondant à une localisation de l'électron sur l'atome numéro I. Et donc, pour chaque état stationnaire, d'accord. Donc pour chacun des 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, un état stationnaire, RK, on a vu qu'il s'écrivait comme une combinaison linéaire des 1, 2, 6. En fait, elle est là, la combinaison linéaire en question. Voilà, tout simplement. D'accord ? Et donc, ce qu'on nous demande, c'est la probabilité de présence sur l'atome I. Alors, ce qu'on entend par là, c'est que si on mesure sa position, quelle est la probabilité qu'on le trouve dans le même état que s'il avait effectivement été sur l'atome I, c'est-à-dire dans l'état ket I. Et donc ça, on le sait bien, c'est donné en physique quantique par le module au carré de la composante de l'état sur l'état propre de position considéré. Donc ça, c'est des états propres de position, ça, c'est des états propres d'énergie. Et donc, vous voyez que les états propres d'énergie ne sont pas les mêmes que les états propres de position. Et donc, en fait, la probabilité, lorsqu'on mesure l'électron... si l'électron est dans l'état RK, la probabilité de le trouver sur l'état N, c'est simplement module au carré du coefficient en question. Donc, la probabilité, je ne sais pas comment on nous donne des valeurs là, la probabilité de présence sur l'atome I, bon, je vais le noter P de I, c'est simplement I RK. Alors ça, c'est pour l'atome, pour l'électron, lorsqu'on est dans l'état RK. Pardon, c'est ça au carré, d'accord? La composante, le produit scalaire entre I et RK, module au carré. Et donc ça se lit là, la base des N là, est orthonormée. Donc I scalaire ça, tous les termes disparaissent sauf le terme en I.
Et le terme en I vaut ça avec I moins 1, il ne faut pas oublier la racine de 6 ici. Donc module au carré, ça va faire 1/6 de module de ce truc-là, en fait, c'est-à-dire 1, en fait, voilà, donc on trouve 1/6. Vous voyez que c'est indépendant de I et indépendant de K. Donc quel que soit l'état considéré ici, en fait, il y a une égale probabilité pour l'électron de se trouver localisé sur chacun des 6 atomes. Autrement dit, l'électron est totalement délocalisé. On a une délocalisation complète, donc ça correspond bien à la représentation standard en chimie de la molécule de benzène, où vous avez ces électrons de valence qui sont mis en commun et qui sont vraiment c'est complètement dégénéré en position, et ceci quel que soit l'état d'énergie. De toute façon, vous avez un partage équitable, en quelque sorte, des électrons sur l'ensemble des atomes de carbone. Donc voilà ce qu'on obtient dans ce modèle de la molécule, modèle quantique de la molécule de benzène. Bon, que peut-on en conclure sur la symétrie des liaisons pi? Bon, bah voilà ce que je viens de dire. Donc en fait, c'est symétrique par rotation, la même symétrie que la molécule elle-même, en fait. Pour chaque état stationnaire, non, ça c'est ce qu'on vient de faire, pardon, petit n, on considère maintenant l'ensemble des 6 électrons pi de ces 6H6. Donc là, on a étudié le cas d'un électron et on a ces niveaux. Évidemment, si on prend le quatrième électron de valence d'un atome de carbone. Si on prend le quatrième électron de valence d'un autre atome de carbone, évidemment, ça va être le même Hamiltonien d'interaction, etc. Enfin, voilà, donc tout va être pareil. Donc les niveaux d'énergie, on va trouver exactement les mêmes. Donc ce qu'on a fait pour un électron, on peut le faire pour les 6. Et on trouve exactement pareil. Donc là, ce qu'on nous dit maintenant, c'est qu'on considère l'ensemble des 6 électrons pi, donc ces fameux électrons-là qui sont engagés dans cette liaison spécifique, sachant que chaque électron a 2 états de spin, up et down, enfin on les représente comme ça. Alors en fait, c'est pareil, c'est pas 2 états de spin, c'est un espace vectoriel des états de spin de dimension 2. Et donc vous avez 2 possibilités d'arranger les électrons de façon orthogonale sur cet état. Donc sachant que chaque électron a 2 états de spin et que le principe de Pauli interdit que 2 électrons se trouvent exactement dans le même état quantique, en fait ils doivent être dans des états orthogonaux, montrer, c'est ça que ça veut dire en vrai, montrer que et donc il n'y a que 2 états orthogonaux possibles, quel que soit le premier et l'autre, enfin il y a 2 états orthogonaux, d'accord, c'est un espace de dimension 2. Donc sachant ça, montrer que l'énergie de l'état fondamental de la molécule de benzène est donnée par EF, F comme fondamental, donc égale 6E0 moins 8A. Donc on nous demande de montrer que l'énergie de l'état fondamental, c'est-à-dire l'état d'énergie minimale pour la molécule de benzène, c'est ça. Eh bien, c'est très simple. Il suffit de regarder. On a donc 6 électrons à répartir. Et on peut en mettre 2 par niveau au maximum. L'état fondamental, correspond à l'énergie minimale. Donc, vous avez intérêt à mettre les électrons dans les niveaux d'énergie les plus bas. Celui-ci est un haut niveau d'énergie, celui-ci est un bas niveau d'énergie. Donc, pour avoir l'état fondamental, vous allez déjà mettre 2 électrons en bas. Et puis, vous allez mettre, il vous en reste 4. Vous pouvez en mettre 2 dans le premier niveau, 2 dans le deuxième niveau. Et les 2 ont la même énergie, mais il y a bien 2 niveaux. Hein, c'est deux états différents. Donc, pour chacun des états, c'était, je ne sais plus, R3 et R5, enfin, non, ça devait être R2, c'était R2 et R4. Non, c'était R1 et R5, en fait. Non, oui, R1 et R5. Donc, vous pouvez mettre 2 états de spin dans R1, 2 états de spin dans R5, et vous voyez que, ça y est, les 6 électrons qu'on a dans la molécule sont casés. Et on ne pourrait pas faire plus bas en niveau d'énergie, il faudrait en mettre un autre là, mais ce n'est pas possible, il est déjà plein. Et donc il y a juste à compter l'énergie de ces 6 électrons, enfin de ces 6 états, oui, enfin. Et donc on voit que ça fait 2 fois E0 moins 2A,
plus 4 fois E0 moins A. Et j'espère que c'est égal à ça. Alors, ça fait 2E0 plus 4E0, 6E0, moins 4A, moins 4A, moins 8A. Voilà. Aussi simple que ça. C'est joli. Voilà, donc on a l'énergie du niveau fondamental de la molécule de benzène. Ce qui est fort. Alors, vous me direz, on l'a, enfin, à condition qu'on connaisse petit a et E0. Mais, donc, soit vous avez une théorie quantique des interactions qui vous donne, en tout cas, vous supposez une théorie, vous mettez les potentiels coulombiens entre les atomes, entre les noyaux, les électrons, bref, vous faites la théorie quantique de la molécule et vous calculez les valeurs E0 et A et vous mesurez ensuite le spectre d'énergie et vous regardez si ça correspond, soit vous faites une mesure du spectre d'énergie et vous en déduisez quelle est la valeur d'énergie d'interaction. Et après, vous essayez de la modéliser justement par un modèle de la molécule, un modèle quantique de la molécule. Bref, en tout cas, voilà, c'est assez simple. Alors, c'est une idéalisation un petit peu ici. En particulier, on a négligé les interactions avec les atomes plus lointains. Mais enfin, bon, on voit bien que l'idée est là. Et puis, si A est petit devant E0, ça doit être sans doute bon de négliger les termes encore plus lointains. Enfin bref, encore une fois, je ne suis pas du tout chimiste, donc je vous laisse poser des questions à ceux qui seront à même de vous répondre, mais bon, voilà, enfin, ça fait sens hein, quand même là. Ok, alors petit tour, c'est une espèce de généralisation, on imagine une molécule analogue mais contenant n atomes. Comment se généralisent les résultats précédents? Bon, oui, on aura, alors si n égale 8, on aura un octogone. Alors, il faudrait trouver les bons atomes qui ont la bonne valence. Donc, c'est un modèle de l'esprit. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, on va généraliser ça en remplaçant 6 par n. 1 sur racine de n, et puis là jusqu'à n-1. Et ben voilà. Et alors on va avoir des niveaux d'énergie alors comment on les a obtenus nos niveaux d'énergie? Oui, c'est pareil. On aura de la même façon, encore une fois, si on ne tient compte que de l'interaction avec les atomes voisins, on aura le Hamiltonien qui va valoir donc le H0 qui n'est rien d'autre que E0 fois l'identité. Donc ça, c'est juste l'énergie de l'électron sur son propre carbone. Moins, donc, c'est pareil, on va avoir 2A, moins A H1, d'accord, qui va nous donner pour RK, donc E0 moins A, et donc lui c'est pareil, ça va être un R plus R croix, et chacun va avoir appliqué au RK, va donner RK plus RK étoile, ici exactement ce qu'on a fait avant, donc on va avoir 2 cos de ce truc-là. Donc, moins 2A cos de 2 pi k sur n. Tout ça fois RK. Donc, en fait, le spectre en énergie de notre molécule, si on remplace 6 par n, si on généralise, ça va être un truc de ce type-là. Alors, ça va toujours être borné par E0 moins 2A, qui va être obtenu une seule fois pour k égale 0, et E0 plus 2A qui va être obtenu une seule fois pour k égale n sur 2. Alors si n est pair, si n est impair, on va être juste de part et d'autre sur le cercle. Donc voilà, à chaque fois, les valeurs propres là, sont séparées d'un angle de pi sur n. Donc voilà, soit c'est pair et ça tombe dessus, soit c'est impair et donc ça caisse.
ça le chevauche. Mais enfin, si n est grand et si n tend vers l'infini, vous voyez que finalement, les niveaux d'énergie vont être de plus en plus proches les uns des autres. Hein. Alors c'est pareil, il va y avoir des dégénérescences qui correspondent à... Enfin, cet état-là et cet état-là vont avoir la même... À chaque fois, celui qui est... D'accord, enfin, l'état RK et l'état correspondant à RK étoile, ça va donner la même chose ici, hein, parce que simplement la fonction cosinus est paire, hein, donc le cos de lui et le cos de lui c'est le même, donc ok, 2 à 2, on va avoir des dégénérescences, donc sauf pour lui, et pour lui s'il existe, et sinon, ben voilà, très bien. Et donc on va avoir un spectre d'énergie qui va s'établir entre E0 moins 2A et E0 plus 2A, ça reste les limites, mais si n est grand, on va avoir en fait une véritable bande d'énergie avec des niveaux séparés par des petites quantités qui sont les différences entre le cos de... entre le cos de 2 pi k sur n et 2 pi k plus 1 sur n. Voilà. Et donc, quand n est grand, voilà, les différences entre les cos, là, vont devenir de plus en plus petites. Et donc, on va avoir quasiment un continuum d'énergie si n tend vers l'infini. Alors, c'est justement ce qu'on nous demande dans la toute dernière question. Dans le cas où n tend vers l'infini, montrer que les niveaux d'énergie se répartissent dans une bande d'énergie, entre guillemets, donc c'est ça, hein, dont on donnera l'énergie minimale et l'énergie maximale. Donc c'est ce qu'on vient de faire. Donc il va y avoir une bande d'énergie ici, où les électrons peuvent se balader. Alors, on nous demande, en toute dernière question, application en physique du solide, point d'interrogation. Alors c'est pareil, je ne suis pas physicien du solide, donc il y aurait des choses sans doute bien plus futées à dire. Demandez à vos profs de physique du solide. Mais enfin, grosso modo, si on prend n qui tend vers l'infini, alors plutôt que de les mettre en cercle, vous pouvez les imaginer simplement dans un réseau. Donc typiquement, vous avez un cristal ou un réseau que ce soit métallique ou de semi-conducteur ou de n'importe quoi. Enfin, vous avez un réseau d'atomes. Alors à 1D, on peut l'imaginer à 3D hein, de la même façon. Et donc vous avez en fait des potentiels pour l'électron, des potentiels d'interaction avec son propre atome. Hein. Chaque atome donc, sont dans un réseau cristallin, d'accord, avec un certain pas. Et donc l'électron a une certaine énergie d'interaction, enfin, il y a le potentiel associé à son atome, et puis il sent un peu les potentiels voisins, le potentiel des atomes voisins. Et ça va déformer donc les niveaux d'énergie par rapport à s'ils étaient tout seuls. Et en fait, ça va vous créer, effectivement, donc si vous en avez plein comme ça va vous créer des bandes d'énergie dans lesquelles les électrons peuvent se trouver. Et alors là, alors vous pouvez avoir plusieurs bandes séparées par un gap, un écart plus ou moins grand. Et donc, les électrons vont pouvoir... alors, soit la bande est remplie avec les électrons de valence et donc vous ne pouvez pas conduire le courant, soit c'est pas rempli et au contraire ça va pouvoir se balader facilement parce que vous avez un continuum d'énergie là et il n'y aura pas de problème. Par contre, si c'est rempli, tout dépend de où se trouve la bande du dessus. Si vous avez la bande du dessus qui est très proche, alors en général, je crois me souvenir, c'est ça un peu l'idée des semi-conducteurs, c'est-à-dire que si c'est assez facile de gagner de l'énergie, ne serait-ce que par l'agitation thermique, enfin l'énergie thermique ambiante, si vous pouvez faire passer un électron de la bande de valence dans la bande de conduction, alors il va pouvoir il va pouvoir se balader, se délocaliser et donc en présence d'un champ électrique se mouvoir, donc créer un courant. Par contre, si vous avez un gros écart entre la bande de valence qui serait pleine, sinon c'est juste conducteur, et cette bande au-dessus qui pourrait être ce qu'on appelle la bande de conduction, alors vous allez avoir un isolant parce que vous n'arriverez pas à le faire passer. Bon, grosso modo, mais je ne suis pas du tout très fort en physique du solide, mais donc renseignez-vous par ailleurs, lisez, consultez, interrogez des profs ou des chercheurs, ou les deux. Mais enfin voilà, donc vous avez comme ça, quand vous avez un réseau cristallin, vous établissez des bandes, des bandes donc accessibles de niveau d'énergie
dans laquelle vous pouvez répartir les électrons disponibles. Et suivant comment ils se répartissent, vous avez différents comportements de la matière. Et donc c'est cette modélisation qui permet de comprendre en tout cas les grandes idées des différents comportements de la matière vis-à-vis, par exemple, de la conduction du courant. Bon, il y a sans doute d'autres applications que je n'ai pas en tête là. Voilà, donc je crois que ça clôt... Oui, c'est ça, c'était la dernière question. Donc ça clôt ce TD numéro 4. Eh bien, je vous dis à bientôt pour le TD numéro 5. À bientôt.